Je ne sais si la question religieuse agissait sur l'esprit de ma belle-mère, car toujours, en cas de litige, c'étaient mes enfants ou moi qui avions tort. Et lorsqu'une querelle éclatait entre les enfants arabes et les miens, c'était immanquablement mes enfants qu'elle réprimandait. Elle achetait chez l'épicier voisin Hamida. Un jour, que je lui faisais remarquer une erreur, elle répliqua: C'est toi qui te trompes dans ton compte. Hamida ne ment pas, il récite ses prières. Que répondre à cela? Dès que les enfants de mon beau-père arrivèrent du pays, elle les prit sous sa protection, estimant que les miens les maltraitaient. Je supportai la situation durant quelques mois, et puis je déclarai que si cela devait continuer, je m'en irais. Mon mari alla trouver les pères de Carthage, qui voulurent bien s'occuper du problème et envoyer les 4 gosses d'Ahmed Harrata dans une de leurs maisons de Kabylie. Paul avait quitté Sfax au mois de mai. Le mois de mai lui a toujours été néfaste. Il était retourné à l'armée pour finir son service. Il y resta jusqu'à fin décembre. Jean, pendant les vacances, avait ramené sa grand-mère, la Johra, et les 4 enfants de son grand-père à Er El Ali. Henri avait été envoyé par la compagnie à Gafour. J'étais seul, malade, avec les petits. Paul demanda une permission pour me soigner. Il fut admirable. Le docteur Brock vint me visiter et déclara que j'attendais un autre bébé. Je fus désolé. J'avais déjà un fils de 21 ans. Et comme je doutais, le médecin me dit: Vous verrez dans 2 ou 3 mois. La Johra et Jean revinrent de Kabylie. Paul était retourné à la caserne de Fargemolles, car j'allais mieux. Mais il faisait très chaud. Et nous nous promenions après souper hors de la ville, derrière les remparts, jusque du côté du lac Sedjoumi. Au début de l'année 1922, Paul nous dit qu'il ne continuerait plus à gagner sa vie dans l'enseignement. Il nous demanda un petit capital pour ouvrir un commerce. Nous lui donnâmes l'argent destiné à finir de payer la maison d'Ir El Ali en 1923. Et nous lui installâmes dans une des pièces sur rue une épicerie, pensant ainsi le garder auprès de nous. Sous l'influence de sa grand-mère, il avait écrit à Louis Ouari, son camarade de classe, à Er El Ali, de pressentir son père pour savoir s'il lui accorderait sa fille Charlotte en mariage. Après seulement, il nous mit au courant. Le père et le frère aîné consentirent à cette union. Nous ne pûmes que nous incliner. René Malek, mon dernier, naquit le 15 mars 1922. Paul désira être son parrain. Au mois de juillet, nous partîmes en vacances à Er El Ali pour préparer le mariage. J'ai su depuis que Paul aurait voulu se dérober, mais que son père l'avait forcé à tenir parole. Ce mariage fut une grande erreur, mais Mektoub. Il eut lieu le 22 septembre et Paul et sa femme prirent le jour même le train pour Tunis. Nous arrivâmes, mon mari, mes enfants, ma belle-mère et moi, au début d'octobre. La maison était pleine à craquer. On avait dû plafonner et aménager en chambre la petite buanderie. Louis couchait dans la salle à manger et Marie-Louise Taos dans la chambre de sa grand-mère, sous le téléphone. Paul et Charlotte avaient leur lit dans un réduit qui servait aux provisions. J'avais gardé ma chambre où dormaient Noël et René. Quand Jean venait de l'école normale pour les vacances, il couchait à la cuisine sur un lit de fortune. Mais on espérait que Paul ferait de bonnes affaires et s'installerait ailleurs. Nous avions fêté Noël 1922. Paul avait acheté un dindon qu'on avait rôti au four. L'hiver passa, Pâques de même.
Dans la maison, l'atmosphère était irrespirable. Ma belle-mère disait à qui voulait l'entendre que ma belle-fille, Charlotte, n'était pas bien traitée par moi. La Johra lui rapportait des fruits du marché, et Paul lui aussi amenait des oranges et des dattes qu'il serrait dans sa chambre. J'avais supporté longtemps sans murmurer, mais enfin j'éclatai. Quand tu apportes quelque chose, ne le montre pas aux enfants qui sont jeunes, puisque tu n'as pas l'intention de leur en donner. Puis un jour, Paul annonça qu'il avait loué un local, rue Flatters. Il déménagea toute l'épicerie et garda la pièce pour s'y loger. Louis, maintenant, avait son certificat d'études. René marchait à quatre pattes par toute la maison, dans toute la maison. Ma belle-fille attendait un bébé pour le mois d'août. J'étais en train de coudre dans la chambre de Ladjohra quand j'entendis Paul entrer et sortir et perçus un sanglot. Je courus vers la chambre de ma belle-fille. Charlotte était effondrée et pleurait à chaudes larmes. Je la questionnai. J'appris que Paul, le soir même, prendrait le bateau pour la France. Je mis immédiatement mon mari au courant par téléphone. Il se rendit au port et rejoignit Paul au moment où il allait s'embarquer. Il le ramena à la maison. Il y eut une scène dramatique. Tout l'argent que nous avions mis dans l'affaire était perdu. Paul avait sur lui 2000 francs, que son père lui enleva. Ce n'est que le samedi suivant, après qu'il eut rapporté toutes les étagères de l'épicerie, qu'il put partir pour Paris au mois de mai. Dans la même année, presque au même moment, mon beau-frère Abbès avait mis son fils Morlouf dans la maison des Pères Blancs, où se trouvaient déjà ses jeunes oncles, à Harrata. En outre, il décida, d'accord avec Belkacem, de ramener son père à Tunis, car il devait divorcer de Zahra. Mon beau-père vivrait la moitié de l'année chez nous et l'autre chez son fils Abbès. Les deux frères donc envoyèrent un permis de circulation à Ahmed Ouamouche, qui vint nous retrouver à Tunis. Le 6 et 7 août 1923, Charlotte accoucha de son fils Marcel. Les choses se passèrent normalement, malgré le pessimisme du docteur. Je n'en pouvais plus dans cette maison où je n'étais plus chez moi. Henri faisait son service militaire. Jean se trouvait encore à l'école normale. Marie-Louise avait une maladie qui ankylosait tous ses membres. Il fallait la frictionner à l'huile camphrée 3 ou 4 fois par jour aux jointures. Ma belle-fille ayant déclaré que cette odeur l'incommodait, je pris le lit de la petite et l'installai dans ma chambre. Cette année est la plus sinistre que j'ai vécue dans la maison de la rue de la Rivière. Fort heureusement, Brisini, un ami de Belkacem, devant partir en Kabylie, je décidai Charlotte à profiter de l'occasion pour se rendre chez son père, à Erelali, où elle serait beaucoup mieux que chez nous. Elle nous quitta. Puis je persuadai mon beau-père de retrouver auprès de sa femme Zahra, la mère de ses enfants et sa préférée. Des semaines et des semaines, je l'ai travaillé dans ce sens. Enfin, il se laissa fléchir, à la condition qu'on ne l'abandonnerait pas. Je promis tout ce qu'il voulut, pourvu qu'il partît. Ma belle-mère me reprocha de l'avoir chassé, comme j'avais chassé ma bru, mais je ne cédai pas. Il y avait un peu de place maintenant dans la maison. Du jour où Charlotte s'éloigna, la Johra s'entêta à ne rien faire dans le ménage. « Tu as éjecté celle qui devait travailler, me dit-elle. Travaille toi-même. Moi, je garderai ton bébé. Je n'étais pas au bout de mes peines.
Influencé par sa mère et par son beau-frère Abbès, mon mari résolut de ramener chez nous Paul et Charlotte. En conséquence, il alla passer ses soirées à la sortie du bureau dans un moulin à farine pour étudier le moteur afin d'en installer un soit à El Ali, soit à Tunis pour Paul. J'eus beau lui répéter que son fils lui échapperait, qu'il n'était pas destiné à devenir minotier, rien n'y fit. Tous les créanciers de Paul fondirent sur la maison. Le marchand de fromage, celui de pommes de terre, et même un commerçant qui lui avait vendu un meuble vint le reprendre. Nous dûmes nous arranger avec tous ces gens-là, signer des traites et les payer. En mars 1924, mon mari m'annonça que son projet était au point. Paul serait minotier à El Ali. La Johra allait partir avec lui et Paul viendrait de Paris pour les rejoindre au pays. Car Belkacem lui avait envoyé le montant de son voyage. Mon mari emporta le linge et la malle de Charlotte laissée chez nous. C'était le 20 avril 1924. « Tu pars, dis-je à ma belle-mère, mais lave tes pieds dans le seuil de la porte, car c'est la dernière fois que tu vois Tunis. » Je restai seul avec mes enfants. Henri toujours au régiment, Jean à l'école normale, demeuraient Louis et Noël encore écoliers, et René au berceau. Quant à Marie-Louise Taos, on l'envoya quelques jours à l'école de plein air de l'Ariana, mais elle ne put s'y adapter. Paul s'était donc rendu au pays. Il avait vu sa femme, son petit qu'il ne connaissait pas, sa grand-mère, puis il passa par Tunis. Il n'avait pas dépensé tout l'argent de son voyage. Il me remit le reliquat avec ces mots: « Garde-le, on ne sait jamais. » Et lui, entre mon mari et moi, des discussions orageuses. Je déclarai à Paul que nous ne pouvions nous démunir de la pauvre maison du pays, que nous avions eu tant de peine à construire et à payer pour une affaire aléatoire, un moteur et des meules dont nous ne saurions que faire, car j'étais sûr que Paul ne resterait ni à El Ali ni à Tunis, maintenant qu'il avait vu Paris. À la longue, Paul comprit que j'avais raison. Je lui fis vendre, pour en tirer quelque argent, tout ce que je peux trouver de vieilleries inutilisables pour nous. Son vélo, des planches, des étagères de son ancienne épicerie. En y ajoutant mes économies, nous réussîmes à réunir 300 francs. Je lui laissai emporter un costume d'Henri. Un samedi de la fin de mai, Paul retint sa place de bateau. Je lui avais roulé 5 kilos de couscous qu'il devait offrir à un ami. Jean descendit de l'école normale pour lui dire adieu. Paul était destiné à ne plus jamais revoir l'Afrique du Nord, mais il m'a remercié de l'avoir engagé à partir. Je me retrouvai enfin seul avec mes enfants, mais il fallait longtemps à mon mari pour digérer sa défaite. Jean tomba malade, presque au moment des examens. J'allai le chercher à l'école normale. Il avait une fièvre persistante, due sans doute à une insolation. Le docteur lui permit de se présenter malgré la fièvre et le bourra de cachets d'aspirine. Il fut reçu deuxième. Il travailla aux ateliers de la compagnie pendant les vacances pour gagner l'argent d'un costume neuf. Au mois d'octobre, Louis suivit les cours de l'école professionnelle. Jean fut nommé instituteur à Sousse. Henri, qui sortait du régiment, voulut rejoindre Paul à Paris. On lui constitua un petit trousseau, 6 chemises, quelques caleçons, 2 costumes, dont un de sport, 2 paires de chaussures. On lui donna le prix de son voyage et il partit. Ce fut le deuxième exode. Marie-Louise et Noël demeuraient chétifs, et le milieu de la rue des Rivières ne nous convenait vraiment pas. Mon mari un jour fut intéressé par une annonce dans
la dépêche tunisienne. Il s'agissait d'une petite maison à vendre à Carthage. Nous allâmes la voir le 1er janvier 1925. Mais nous comprîmes que les enfants, pour se rendre à l'école, devraient circuler dans le train électrique, pour lequel nous n'avions pas de réduction. Nous nous rabattîmes sur la banlieue sud. La plupart des employés du chemin de fer avaient fait bâtir des villas à bon marché, mais nous voulions une maison déjà construite pour nous installer le plus tôt possible. Nous trouvâmes bien avenue Stéphane Pichon, à Maxula-Rades, face à l'internat des filles, une villa de 4 pièces avec un jardin assez grand. Mais il fallait condamner 2 fenêtres, car la propriété voisine ayant été vendue, le nouveau propriétaire exigeait que les fenêtres donnant chez lui fussent murées. Nous avions accepté, mais Dieu nous avait préparé mieux. C'est ainsi que le vendeur se désista et nous indiqua la maison que nous habitons encore. Nous allâmes la visiter le 25 mai 1925. Le petit René m'avait fait une scène terrible. Il ne voulait plus descendre du train, et il se mit à pleurer quand je le forçai à nous suivre. J'ai gardé du jardin un souvenir inoubliable. Il y avait des fleurs, comme j'en avais jamais vu depuis ma petite enfance, depuis le jardin de Tête Toufla. Je fus émerveillé, avant même d'avoir examiné la maison qui me paraît plutôt petite. 3 grandes pièces et une minuscule, parce qu'on avait pris sur elle de quoi ouvrir un couloir, une cuisine, une véranda et un débarras. La buanderie était en apprenti, ainsi que les cabinets. Au-dessus de la cuisine, un grenier. Cela nous suffisait, nous n'étions plus si nombreux. Je dis à mon mari de conclure. Peut-être que, mieux avertis ou moins pressés, nous aurions pu traiter à meilleur compte. Mais nous ne savions pas le propriétaire forcé de vendre à n'importe quel prix, puisqu'il avait construit ailleurs. Il fut convenu que nous achetions la maison pour 29 000 francs, dont 10 000 payables d'avance, et les 19 autres par annuité échelonnée sur 5 ans. Nous espérions vendre la maison de la rue de la Rivière pour payer celle de Rades, mais nous ne trouvâmes pas d'acheteur à notre convenance, et nous dûmes la louer à mon beau-frère Abbès, qui avait quitté la rue El Horchani. Je n'ai jamais regretté la rue de la Rivière. Je n'y avais pas été heureuse, et les peines que j'y ai connues ont de beaucoup dépassé les joies. J'ai cependant vécu près de 7 ans, vu grandir et devenir des hommes 3 de mes fils, et gardé la vision de Paul et d'Henri quand ils dansaient dans la grande salle à manger. C'est le 24 juin, dans la nuit, que nous préparâmes nos affaires. Les Arabas devaient venir le lendemain de bon matin. Nous avions démonté les lits et étendu des matelas dans la salle à manger. Nous dormions quand Jean sonna à la porte. Il arrivait de Sousse pour passer l'examen de 4e année. Il était accompagné de son camarade et ami, Marcel Régui. À l'aube, j'étais levé. J'avais cuit au gaz la poule que nous devions manger à midi. Les Arabas avaient chargé nos affaires. Il en resta quelques-unes que nous espérions prendre par la suite, en particulier 2 petites armoires scellées au mur de ma chambre. Nous ne les avons jamais récupérées. Elles furent prises dans la saisie des meubles de mon beau-frère. Les Arabas partis. Nous prîmes le train de 11 heures. Nous arrivâmes à la maison à midi. Elle avait été vidée par nos prédécesseurs. Jean dînait avec nous ce jour-là. Avec quelle fierté il revint du jardin en apportant une assiette de figues-fleurs et de fraises. « Ça sert à quelque chose d'avoir un jardin, dit-il. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.